Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission de Zénith. Alors, avez-vous déjà eu l'impression d'étouffer dans une case trop étroite? Dans une société qui nous somme de choisir une seule étiquette pour être crédible, certains refusent de se fragmenter. Aujourd'hui, nous explorons comment s'autoriser à être multiple sans se trahir. Mon invité navigue entre les plateaux de cinéma, la gestion de conflits et l'accompagnement humain. Nous allons voir comment transformer des épreuves de vie en une véritable pulsion de création. Bonjour Hubert Millon. Bonjour Sabira. Hubert, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette émission. On nous apprend souvent qu'il faut être une seule chose pour être crédible. On a cette idée reçue que pour réussir, il faut concentrer toute son énergie dans une seule direction. Et pourtant, ton parcours prouve le contraire. On peut se réaliser pleinement en laissant place à toutes nos différentes facettes. Peux-tu nous partager, Hubert, ton parcours? J'imagine que cela s'est fait progressivement. Oui, parcours effectivement riche, je dirais, mais je pense qu'on est nombreux comme ça, mais parcours riche. Moi, je viens d'une famille nombreuse. Je suis le dernier de 5 enfants. On a vécu à droite à gauche, on a fait pas mal d'aménagés pour les travails de mon père. Et puis ensuite, moi, je me suis petit à petit lancé dans ma vie d'adulte, une fois que collège et lycée étaient passés. Professionnellement, j'ai démarré par une école de commerce. Ensuite, j'ai travaillé en tant que salarié en entreprise, dans des grandes entreprises. M6 et LVMH, pour pas les citer. Et ensuite, j'ai eu besoin on en reparlera sûrement, mais Oui. j'ai eu besoin de me réorienter, besoin de redonner un sens et puis un souffle à ce que je faisais. Mais oui, mon parcours, voilà, il s'est jalonné comme ça de plusieurs étapes et de plusieurs carrefours surtout. Que j'ai pris et sur lesquels il a fallu prendre des décisions aussi. Quel chemin prendre à chaque carrefour. Voilà. Alors justement, peut-être on peut déjà dire ce que tu fais aujourd'hui, donc être un peu plus précis. Oui. Aujourd'hui, tu es comédien, donc on te trouve sur les plateaux de cinéma, de théâtre. Exactement. Oui, j'ai une multiple activité, effectivement. Ouais. Donc, comédien, théâtre, télé, cinéma. En fait, ça fait 15 ans que j'ai créé un peu cette multiple activité. Donc, comédien, ensuite médiateur, accompagnement à la résolution de conflits. En entreprise, la médiation est un domaine assez large, hein, il y a beaucoup de choses, mais moi, c'est en entreprise. Et puis après, formateur coach. En entreprise également, et également pour des particuliers. Voilà. Ah, c'est vraiment inspirant parce que tu t'es autorisé, et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup chez toi et qui m'inspire beaucoup chez toi, à exprimer tes multiples facettes. Mais j'imagine, voilà, ça c'est ta réalité aujourd'hui, c'est celle que tu as créée ces dernières années, mais certainement que tu n'as pas commencé comme ça. C'est l'aboutissement déjà d'un chemin. Alors oui, l'aboutissement d'un chemin. Alors déjà, j'ai pas l'impression d'avoir abouti à quoi que ce soit. Oui, c'est un point d'étape. Exactement, c'est un vrai point d'étape. Oui, parce que tu parles de s'autoriser, c'est effectivement ça. Je l'ai fait un peu, peut-être inconsciemment, ou même parce que j'étais inconscient. J'ai expliqué mon parcours tout à l'heure, quand j'ai terminé ma vie de salarié, on va dire, en entreprise. Au bout de 10 ans de salariat, moi j'ai terminé, là, ouais, je suis désolé, je suis pas très original, hein, j'étais pas le premier, je serai pas le dernier, mais en burn-out. D'accord. Voilà, ça a été, j'allais dire une explosion, plutôt une implosion, où je sentais, j'ai bien écouté ton introduction où tu parlais d'étouffer dans un carcan un peu trop serré. C'était ça en fait. Il y avait un costume un peu trop étroit, et puis une place qui n'était pas vraiment la mienne, en tout cas qui n'était plus la mienne, et c'est naturellement du coup que le corps a réagi en disant stop. Et c'est à partir de là que j'ai exploré ces nouveaux chemins, acteur, médiateur, formateur, mais de manière effectivement pas très réfléchie ni calculée. C'est l'écoute de mon intuition, l'écoute de mes envies, et puis des opportunités aussi qui sont arrivées, des rencontres
qui m'ont donné des inspirations. Alors, si tu veux bien, on va prendre le temps de découvrir ton parcours. C'est important parce que tout au long de cette émission, on va voir de quelle façon ton parcours a été jalonné. Et je pense qu'à chaque étape, on appartient tous à la même humanité. Et chaque étape peut parler à quelqu'un qui écoute cette émission et qui peut y trouver des clés. Donc, c'est intéressant, tu dis finalement que ce qui est aujourd'hui une réalité épanouissante pour toi, c'est la conséquence d'un moment qui a été difficile, donc d'un burn-out. C'est-à-dire que donc ça, c'est déjà c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que si on traverse des burn-out ou des moments difficiles, on ne sait pas ce que ça va ouvrir pour l'avenir dans notre parcours. Oui, j'ai coutume de dire que ce burn-out, c'est une des meilleures choses qui me sont arrivées parce que ça m'a permis de me recentrer, de me repositionner dans tous les sens du terme, hein, que ce soit dans ma vie professionnelle comme privée, en termes de place, en termes de posture. Oui, c'était très douloureux. Je pense qu'on est nombreux, hein, dans tes auditeurs, on doit être nombreux à être passés par là. Oui, c'est douloureux, c'est désagréable, c'est vertigineux, c'est angoissant, parce que on sent bien que la douleur, et en même temps, on n'a pas forcément de visibilité, effectivement, sur déjà ce qui nous arrive, on essaie de comprendre un peu ce qui se passe, et puis après, combien de temps ça va durer. Moi, c'est venu me chercher sur pas mal de choses que j'avais aussi à travailler sur moi, et la notion de place est très vite venue. Quelle place j'ai envie d'avoir, quelle place j'ai envie de prendre, encore une fois, dans tous les domaines de ma vie, hein. Que ce soit professionnel, personnel, amical, social, voilà. Parce qu'en fait, là, ce que je comprends dans ce que tu partages, c'est que finalement, tu as fait des études, t'es parti dans une direction, donc marketing, dans des grands groupes. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ce costume était trop étroit, t'as changé ? Oui, à l'époque, j'ai démarré en tant que coordinateur commercial pour le groupe LVMH, à Paris et à Londres, et après j'étais responsable de marketing pour le groupe M6. Et trop étroit dans le fond et dans la forme, tout ça, parce que dans le fond déjà, parce qu'effectivement, ne serait-ce que vestimentairement, j'étais dans une certaine tenue, parce qu'il y avait des codes, c'est les codes d'entreprise, qui moi au bout d'un moment ne me convenaient pas, ça ne racontait pas vraiment qui j'étais, ce que j'avais besoin d'exprimer, donc c'était une partie de moi, mais c'était effectivement pas la totalité, et puis après dans le fond, effectivement, il y avait des règles auxquelles il fallait adhérer, des codes qu'il fallait retranscrire, de manière de travailler, de manière de communiquer, de manière de voir le travail, de voir la notion de réussite, la notion de performance. Moi, je ne serais jamais, 15 ans après, hein, c'était à 15 ans, je ne serais jamais, au contraire, contre l'entreprise. Le mot déjà entreprise me plaît énormément. Entreprise, entreprendre. Moi, je considère être un peu entrepreneur d'une certaine manière. Et l'entreprise est un lieu magique et magnifique. La question est qu'est-ce que l'humain, l'homme et la femme en font. Moi, ce qui était difficile dans ce costume, si je peux dire que j'avais, c'est que ce qu'on faisait de l'entreprise était devenu compliqué. Il y avait la notion de hiérarchie, d'autoritarisme plutôt que d'autorité, la notion de créativité, tout ça n'était pas suffisamment exploité pour moi. Est-ce que ça s'est fait tout doucement, ce sentiment de décalage ? Parce qu'en fait, finalement, on entend très bien ce désalignement qui s'est opéré. Tu n'étais pas parfaitement aligné à ce que tu faisais. Est-ce que tu l'as ressenti Est-ce que c'était crescendo ou est-ce que vraiment à un moment donné, comment ça s'est passé ? Ça a été crescendo parce qu'on est dans une résistance. Enfin, j'étais dans une résistance. Résistance à quoi ? Au fait de qu'est-ce que je peux faire pour être aimé ? Et effectivement, il y a toute une période qui était, encore une fois, très prolifique et productive pour moi, qui était de dire comment est-ce que j'arrive à être aimé ? C'est en mettant ce costume. Je suis pas très bien dedans, mais au moins comme ça, je suis aimé. Je suis accepté, j'ai une place, j'ai un rôle dans la société, dans l'entreprise.
et même dans ma famille, avoir un poste en entreprise, quelque chose de sécurisé, un CDI, un salaire, bah oui, c'est bon, t'es sur les bons rails. Et en fait, c'est encore une fois un apprentissage que j'ai fait, c'est l'importance de alors pas pour rien d'ailleurs qu'on en reviendra, je pense, mais pas pour rien que j'ai exploré après ma facette de comédien, c'est l'importance d'être aimé, de se sentir aimé, jusqu'où on est prêt à aller pour ça, jusqu'où j'étais prêt à aller pour ça. Et bah je suis allé au bout de mes limites parce que le burn-out m'a rappelé que bah c'est ok hein, d'avoir besoin de ce sentiment d'amour, de cette appartenance, mais à quel prix? Et là le prix était un peu cher à payer, donc le corps a dit stop. Et c'est pas grave. Et ça s'est exprimé comment pour toi, ce burn-out? C'est à un moment donné, tu n'avais plus de jus? Plus de jus. Moi, je suis quelqu'un, je pense, de très... j'essaye, mais je pense avoir cette nature assez conviviale, ouverte, chaleureuse, sociable, cette envie d'aller vers l'autre, de rencontrer l'autre, de me laisser rencontrer aussi, dans cette énergie-là. Et là, je perdais ça. Je perdais clairement ça. Après, c'était physiquement de la fatigue, une fatigue intense. C'était des crises de larmes qui ne me ressemblent pas. Non, bon, ça peut être intéressant de pleurer aussi, hein, ça fait partie de la vie. Mais ouais, l'importance d'être... de ne pas perdre cet élan de vie, en fait, de ne pas perdre cette joie de vivre. Je sentais que ça tombait peu à peu, ouais, que ça s'éteignait, quoi. Il y avait une espèce de flamme qui s'éteignait, quoi. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu arrêtes? Tu te mets en arrêt maladie? Alors oui, tout s'arrête? J'ai quelques arrêts, mes cours, hein, de quelques jours, parce que évidemment, étant fatigué, mon système immunitaire fatigue aussi, donc sûr. Du coup. Des grippes, des machins, des trucs comme ça qui font que bah oui, j'ai quelques arrêts de travail, mais j'ai pas été en arrêt longue durée. Mais ça a été des petits signaux d'alerte quand même. Et puis je me pose des questions, je commence à me poser des questions pour me dire qu'est-ce qui se passe, t'en as besoin, t'en sais pas toi, c'est peut-être une partie de toi. Et j'ai la chance d'être très entouré. Dans cette petite pause, que ça soit par évidemment ma famille, mes amis, des professionnels de santé aussi. Et donc petit à petit, j'ai mis des mots sur ce qui se passait, j'ai pris le temps. Ça a pris 3 ans, hein, 3 ans où j'ai un peu tiré la langue, j'ai un peu traîné la patte, et puis où j'ai commencé à prendre ces contacts, à ouvrir un peu ces chemins d'un peu de guérison, je dirais, ou de soins de moi, en tout cas. Oui, voilà, c'est étape par étape, et moi c'est la rencontre avec l'autre qui m'a aidé. La découverte de l'autre qui m'a permis de mieux me connaître moi, j'ai l'impression. Ah, cette découverte. Donc le burn-out, quand tu dis découverte de l'autre, ça a été le chemin de ma guérison. Est-ce que c'est là que a joué? Est-ce que c'est le théâtre? Est-ce que ça s'est passé à travers le théâtre? Alors, moi, on me demande souvent, est-ce que t'as toujours été comédien? Ou alors, bah non, c'est dommage, pourquoi t'as pas été comédien dès le début? Parce que c'est ce que tu voulais vraiment faire. Moi, je raisonne pas de cette manière-là. J'ai toujours été comédien dans l'âme, dans le sens où, parce que pour moi, être comédien, c'est aller chercher un terrain d'expression et trouver un espace d'expression. Et très naturellement, j'ai considéré qu'effectivement, être comédien allait être une nécessité pour moi, pour m'exprimer, quels que soient les sujets, les rôles à jouer, que ce soit théâtre ou cinéma, etc. etc. Et l'expression avec l'autre, hein, je te parle de rencontre avec l'autre, la découverte de l'autre, c'était aussi la capacité à entendre, écouter l'autre et surtout m'exprimer. Et quand j'ai commencé un peu donc ce burn-out, là, cette période de 3 ans qui a été de ce flottement, j'ai eu besoin d'air, besoin de respirer, de souffler, mais respirer. Et du coup, très naturellement, je me suis dit, bon, fais-toi plaisir là, amuse-toi, vide-toi la tête, pousse la porte d'un cours de théâtre. Et effectivement, c'est là où j'ai mis le doigt dans l'engrenage plus précisément et de manière plus directe avec le théâtre, de manière technique, etc. Et c'est là où j'ai compris mon besoin et mon pouvoir d'expression.
Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est l'apnée du burn-out, le fait de suffoquer dans le burn-out qui t'a poussé à aller prendre l'air et à aller rencontrer le théâtre. Ouais. C'est génial. Ouais. Exactement. Ok. Exactement. Donc en fait, il a fallu cette souffrance pour te pousser à découvrir ce trésor. Alors, comment dire, je préfère le mot douleur. Oui, tout à fait. Oui, non, c'est très juste. Après, chacun met les mots un peu qui semblent justes, mais moi, j'ai eu cette phrase un jour que j'aime beaucoup, la douleur est inévitable, la souffrance est un choix. Oui, c'est vrai. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase. C'est la douleur qui me pousse effectivement à aller vers l'autre, à me questionner, comme je disais tout à l'heure, à aller vers le théâtre, parce que je ne voulais pas souffrir. C'est intéressant, ça. Je ne voulais pas souffrir. Je ne voulais pas subir la douleur et donc tomber dans la souffrance. Parce que je pense que c'est intéressant de ressentir la douleur aussi pour la dépasser, comprendre ce qu'elle veut dire, etc. Mais ouais, je voulais pas tomber dans la souffrance et la victimisation aussi. Donc j'avais une part de responsabilité à ce moment-là qui était de dire qu'est-ce que je fais de cette douleur, qu'est-ce que tu fais de ce qui t'arrive. Et j'ai eu envie de prendre en main ça et de me dire transforme ça. Et le théâtre a été une expérimentation. Je me dis je vais tester, je vais voir ce que c'est. J'ai aucune idée de ce qui allait m'arriver. Mais ouais, j'avais envie d'essayer. Alors attends, parce qu'il y a des pépites dans ce que tu viens de dire. Donc je les note, je les note. Donc tu dis la douleur, je refuse de souffrir, je refuse de subir, je refuse de me positionner en victime face à ce qui m'arrive, à cette réalité-là. C'est quand même précieux d'entendre ça. C'est un beau cadeau de l'entendre à la radio. Et j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui fait que tu as pu avoir à ce moment-là cette attitude-là face à ce qui t'arrivait? Parce que combien d'entre nous, face à des difficultés, vont s'effondrer? Qu'est-ce qui fait que tu refuses? Alors, moi je l'explique comme ça. C'est mental, hein, mais bon, ça vaut ce que ça vaut. Ce que tu évoquais d'ailleurs tout à l'heure, c'est la pulsion de vie. Oui, c'est ça. La pulsion de vie, chez moi, elle me dépasse. Elle me dépasse parce que je la maîtrise pas et au contraire aujourd'hui je l'apprivoise parce que je me dis c'est sûrement un très beau moteur et un très beau cadeau pour toi, peut-être pour les autres. Et je pense maintenant avoir compris que cette pulsion de vie, elle vient fondamentalement d'une pulsion de mort. De cette mort cette idée de la mort, cette expérience de la mort qui m'a construit. Et c'est parce que j'ai connu ça que aujourd'hui j'ai fait le choix de me dire la vie est là, quoi. Quand tu dis c'est parce que j'ai connu ça que j'ai fait le choix, c'est-à-dire que ce que tu es en train de nous dire, c'est que dans ton expérience de vie, tu as été confronté tôt à la mort. Ouais. C'est ça? Oui, j'ai mon frère qui est décédé. D'accord. D'un accident. Je ne l'ai pas connu parce qu'il est décédé avant ma naissance, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas plus présent que lui dans ma vie. Je sais bien qu'il m'accompagne au quotidien, qu'il est là dans tout ce que je fais. Et alors il y a évidemment ça me confronte à des vrais moments de gratitude parce que comme je te dis, il est là, quoi. Et en même temps aussi des grands moments de solitude et de tristesse parce que fondamentalement il manque. J'aimerais tellement partager tout ce que je fais avec lui. Bon, on le partage d'une autre manière, je pense. Mais oui, j'entendais un album là d'un chanteur qui s'appelle Le Soleil des Absents. Je trouve ça très beau, c'est exactement ça que je ressens. C'est le soleil qu'il est pour moi dans son absence. Et je réalise à quel point sa mort a été, je ne vais pas dire un cadeau. Peut-être que j'arriverai un jour à le dire, je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, je ne le dirai pas un cadeau non plus, mais en tout cas, une force. Une force pour être dans cette pulsion de vie, parce qu'effectivement, ce qui a été peut-être une revanche à une période, il est hors de question que je cède à cette mort, m'a connecté à ma pulsion de vie, quoi. Et
J'ai peut-être lutté contre la mort pendant un moment. Aujourd'hui, je vis avec, parce que je sais aussi que ça fait partie de ma pulsion de vie. C'est très touchant. Ça me touche beaucoup ce que tu dis. Tu disais que vous étiez 5 enfants. Ouais. Alors toi, t'es le numéro combien dans ta fratrie? 5. 5. Ouais. Et ton frère qui est mort, c'était T'es le numéro 1. T'es le premier, ouais, t'es l'aîné. Ah, c'est incroyable. Il y en a un qui a ouvert le chemin et l'autre qui le ferme. Ouais. Avec la vie et la mort comme thématique. C'est quand même extraordinaire. Ouais, c'est destin de vie comme ça qui te bouscule, hein, clairement. Moi, j'ai mis du temps à apprivoiser tout ça, déjà à comprendre ce qui se passait. Je sentais bien, hein, qu'il y avait quelque chose. Il y avait pas mal de tabous et d'omerta dans la famille. C'était très dur. C'est très lourd. Très dur, très lourd et très dur. J'ai énormément de compassion pour mes parents, évidemment, qui ont traversé ça. Mes sœurs qui, elles, ont connu mon frère. Après, j'ai également un autre frère, mais il est comme moi et il ne l'a pas connu en direct. Je suis admiratif de leur parcours avec cette douleur-là. Mais ouais, c'est moi, vraiment, ce que je veux retenir de cette période-là, de cette enfance, finalement, qui s'est construite avec ça, c'est cette envie que j'ai de me dire comment tu grandis avec ça, comment tu évolues avec ça, comment tu transformes ça. Puis, ce qu'on entend dans ton énergie, c'est aussi que finalement, il y a comme cette conscience très puissante et pas forcément consciente, c'est ça qui est assez étrange, de se dire, moi j'ai la chance d'être en vie. Et comme cette force de se dire, je vais honorer ça. Oui. J'ai eu ce cadeau-là. Ouais, je t'avoue, je pense que j'ai eu toute une phase de culpabilité, la culpabilité du survivant. Hein. Ouais, tout à fait. Bien sûr, pourquoi moi et pas lui? Ça a été très très marquant. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, je ne suis pas forcément monté sur scène très très tôt, parce que je me disais, t'es déjà en vie, t'as déjà de la chance, tu vas pas en plus te montrer, quoi. Ouais, c'est incroyable. Ouais, ça, complètement, hein. tout à fait. En tout cas, c'est comme ça que je oui. l'ai ressenti. Oui. Donc ouais, c'est cette douleur, elle est encore une fois une ouverture vers quelque chose qui est vraiment au plus profond de soi. C'est-à-dire que ça vient nous chercher sur et qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as envie de vivre, qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu es prêt à donner aux autres, au monde, maintenant que tu es là. Et toi, c'est accepté. Moi, je me suis dit ça un matin, je me sens très bien. Maintenant que tu es là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Tu te sens peut-être un peu coupable, mais n'empêche que tu es là. Et donc. Mais ouais, mais c'est aussi important. Moi, j'ai eu besoin de traverser cette phase de culpabilité. Hein. Ouais, bien sûr. C'est pas juste d'être là. C'est un peu gênant quand même d'être là, toi. Non. T'es là parce que t'as sûrement un rôle à jouer. C'est ça. Donc, dans ton parcours, ça fait partie de ton chemin de vie. T'es confronté dès ta naissance. Tu rentres dans une famille qui a gardé, qui est endeuillée. De toute façon, je pense que quand on perd un enfant, c'est toujours là. Donc finalement, toi, tu es tout de suite confronté au cadeau précieux, extraordinaire qu'est le fait de vivre. Ouais, de façon très exactement. Inconsciente, tu vois ce que je veux dire? Complètement. Je me suis fait j'essaye là petit à petit, dans mon chemin, de passer du devoir de vivre au plaisir de vivre. Ouais. Tu vois, il y avait une sorte de... En plus, j'ai été élevé comme ça, hein, dans le devoir. Voilà, on a des devoirs, on se doit d'être poli, bien élevé, on se doit d'être au niveau, on se doit de travailler avec tout ce que ça représente pour moi de positif. Bon, après, il y a peut-être un peu d'injonction, mais n'empêche que c'est aussi très très moteur. Mais le devoir de vivre, je l'ai compris à un moment, et je me suis dit, waouh, est-ce que vivre, c'est un devoir? C'est aussi peut-être une chance. Et oui. Une chance, une opportunité, quoi. Et puis la vie, qu'est-ce que t'en fais, surtout? Alors, ce que je trouve
intéressant, c'est que finalement, on comprend, lorsque tu fais ton burn-out, cette force puissante qui te pousse à rester debout et à aller chercher ce dont tu as besoin. Donc, tu as besoin d'air. Tu as besoin d'ouvrir ta vie. Tu as besoin d'espace. Tu as besoin de trouver ta place. Et là, tu t'autorises, vient à toi le théâtre. Donc, le théâtre a été... En fait, je me suis dit ça il y a quelques temps. J'en parlais avec une amie. Je disais, moi, j'ai besoin de jouer, quel que soit le rôle. Hein. Je reviendrai là-dessus. Sur ce que c'est pour moi le métier de comédien aussi. J'ai besoin de jouer parce que sinon, j'ai l'impression de mourir, en fait. Parce que pour moi, jouer, c'est exprimer pleinement qui je suis et surtout exprimer pleinement mon humanité à travers ces personnages que je peux avoir. Et je pense que ça, c'est ma conviction, ma croyance. Moi, je suis appelé à ça. Je pense qu'on est tous appelés à ça, mais moi, je suis appelé à ça. À exprimer pleinement qui je suis. Donc, et le théâtre, effectivement, me permet ça. Me permet de me dire, à travers tel rôle, tu racontes quelque chose de ce que tu es toi, de ce que peut-être l'homme, la femme, etc. Donc c'est dans ça où, toi je te parle de nécessité tout à l'heure, c'est en ça que c'est une nécessité pour moi. Et en même temps, c'est le paradoxe, c'est qu'un métier, c'est pas une fin en soi. Moi je suis pas dans cette famille des comédiens qui veulent mourir sur scène et je ne suis bien que quand je suis sur scène parce que sinon je suis pas bien. Moi je suis heureux, enfin après, chacun fait comme il veut et comme il peut, mais moi j'ai pas du tout envie de me mettre cette injonction là sur la tête. Moi c'est Pierre Arditi aussi qui dit ça. Moi je joue pour certains jouent pour se perdre, peut-être un peu oublier la difficulté de la vie, etc. Moi je joue pour me trouver. Et j'adore cette phrase, moi je me sens totalement là-dedans. Je joue pour me trouver. Et parce que c'est si je me trouve et donc que je m'exprime, que peut-être la rencontre avec l'autre, la vie avec l'autre va être peut-être plus riche. C'est beau cette phrase, jouer pour se trouver, parce que c'est vrai que dès le début, on est finalement formaté, conditionné par notre environnement familial, sociétal, etc., par les attentes qu'on perçoit très bien d'enfants, de ce que veut notre environnement. Et finalement, on se modélise avec ça. Et je trouve que jouer pour se trouver, c'est beau parce que ça nous donne en effet la liberté d'aller connecter avec des facettes de notre personnalité, avec des émotions qu'on n'a pas la place d'exprimer dans le monde. Oui, et puis faire la paix aussi avec soi. C'est ça. Toi, je parlais d'amour, le besoin d'être aimé, mais besoin de s'aimer aussi soi. C'est ça. Faire la paix avec soi, c'est-à-dire aussi voir les parties un peu moins reluisantes, on va dire, un peu plus sombres de soi, tu vois. Moi, clairement, j'ai passé mon enfance, comme je te disais, et puis même ma vie de jeune adulte, sûrement avec un curseur trop poussé dans le besoin d'être aimé, le besoin de plaire, de pas déranger, de faire plaisir, de soulager quand c'est difficile, etc., etc. Et je me suis un peu perdu là-dedans, et je me suis... j'ai joué des rôles de ce que j'appelle moi de gentil, justement, toi, un petit peu trop. C'est trop gentil qui s'oublie parce que j'avais besoin d'aller au bout de ce rôle-là pour me dire ok, c'est bien évidemment d'être gentil et évidemment je jamais dire qu'il faut pas être gentil, mais gentil, à un moment il faut être gentil avec soi aussi. Être gentil, c'est aussi savoir poser des limites, mais toi, le théâtre m'a permis ça. Le théâtre m'a permis de dire ok, c'est bien d'être gentil, tu sais l'être, et il n'y a pas que ça. T'as aussi d'autres choses à dire, d'autres choses à montrer. Alors justement, c'est intéressant. Alors il y a 2 idées majeures là dans ce que tu viens d'exprimer. La première, c'est que tu étais finalement dans un rôle de marketeur dans des grandes boîtes. Le costume était trop petit. Et puis finalement, le théâtre t'a donné la possibilité, l'opportunité d'aller exprimer, d'aller jouer avec plein de facettes de ton humanité, d'aller te rencontrer à travers plein de personnages, plein de rôles, plein de situations. Donc c'est intéressant parce que finalement... tu as été dans cette dynamique d'expansion, de découverte de toi à travers ces rôles-là. Et ces rôles, alors en cinéma, tu parlais de ce rôle de trop gentil. Donc tu as joué dans la pièce de théâtre Le Dîner de Cons, par exemple. Et c'est vrai qu'il y a des films
j'avais pris des notes où tu avais joué ce rôle de notaire, etc. Enfin, tu as joué dans beaucoup de rôles. On voit se dessiner une forme de personnage. Des personnages justement gentils, avec une forme de docilité. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que ça t'a permis, toi qui es justement dans cette... qui vit les choses en conscience, qui les pense, qui en fait quelque chose? Déjà, est-ce que tu te retrouves dans ces personnages? Qu'est-ce que ça t'a appris de jouer ces rôles-là? J'aime bien le mot docile. C'est effectivement gentil, je fais attention à ce mot-là parce que je pense que dans notre monde on a besoin de gentillesse. Oui, c'est sûr. Mais bon, en tout cas, docile. Docile. Ouais, le mot docile sûr. est peut-être plus approprié. Qu'est-ce que j'ai appris? Déjà que je l'avais été trop. Ouais, tout à fait. Déjà. Ça a été facile pour toi de connecter avec ça, pour ces rôles-là. Ouais. Parce qu'effectivement, c'était une vraie partie de moi que j'ai beaucoup exploité. Ouais. Et que du coup, ça m'a permis de connecter à ce besoin que j'avais d'être docile. Parce qu'effectivement, c'était encore une fois un des moyens pour moi d'être en relation et d'être aimé. Et puis ça m'a appris à être capable de poser des limites. Poser des limites. C'est ok d'être docile, c'est ok d'être arrangeant. Et à un moment, je peux pas. Et c'est pas grave. C'est pas être rebelle, méchant, révolutionnaire ou dégueulasse. C'est juste, là j'ai une limite. C'est ça, c'est que finalement on revient à la problématique du départ, c'est-à-dire qu'on peut pas être réduit à une seule facette de notre personnalité. Moi je pense pas. On est multiple. Oui. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'intéresse dans les rôles aussi. C'est ça. Un salaud n'est jamais vraiment salaud. C'est ça. Un naïf n'est jamais complètement naïf. Un autoritaire n'est jamais que autoritaire. C'est la nuance. C'est la nuance. La nuance de jeu qui est intéressante. Tout à fait. Quand on peut en mettre, quand les projets sont bien ficelés, bien écrits. Mais bien oui, sûr. C'est ça qui est intéressant. Quand les personnages le permettent et l'écriture aussi. Ouais, tout à fait. Alors justement, est-ce que tu as trouvé cette subtilité dans les personnages, puisque finalement le théâtre est aussi une façon de te nourrir, de te rencontrer. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Donc finalement, cette docilité, le trait... le plus important des personnages que tu as joués jusqu'alors, la docilité par exemple, ou la gentillesse, ou une forme de naïveté. Ces aspects-là de personnalité, ces émotions-là, ces facettes-là, tu les connaissais, t'as pu les connecter facilement parce que c'était des ressources assez accessibles en toi. Donc toi qui es plutôt quelqu'un, t'es un aventurier, t'es quelqu'un qui a besoin de découvrir de nouveaux territoires. Donc est-ce qu'aujourd'hui... dans le théâtre, à quel rôle t'aspires? Est-ce qu'aujourd'hui t'as envie de sortir de ce carcan? Est-ce que c'est pas la difficulté du théâtre aussi des fois, ou du cinéma, d'être dans des rôles, dans des profils? Beaucoup le sont. Alors, j'entends plusieurs questions. Premièrement, ça me permet de préciser ce que j'entends par le métier de comédien. Être comédien n'est pas forcément, pour moi, n'est pas uniquement jouer. Un comédien, c'est quelqu'un qui se nourrit au quotidien pour pouvoir à un moment ou à un autre exprimer. Donc moi, effectivement, dans mon rôle, dans les rôles que je joue au théâtre, au télé et cinéma, j'ai effectivement, et je reviendrai dessus, un emploi, on appelle ça un emploi, une catégorie de rôle dans laquelle on me retrouve souvent et on aime me voir. En casting ou en réalisation. Mais par exemple, quand je suis médiateur, quand je suis formateur, je joue un rôle. Oui, tout à fait. Je joue un rôle, mais dans le bon sens du terme. C'est pas évidemment de la manipulation ou de la fabrication artificielle ou superficielle. Moi, je considère que jouer un rôle, être totalement dans son rôle, c'est être à capacité de se mettre pleinement soi dans son personnage. Tu disais tout à l'heure, tu es allé chercher, connecter en toi des choses pour le mettre dans ce personnage de docile. Complètement d'accord, c'est vrai. Après, effectivement, c'est quelque chose que je connaissais assez vite, donc du coup, j'ai peut-être plus de facilité à y aller. Mais mon rôle de formateur, quand j'ai démarré il y a 15 ans, j'ai connecté aussi une partie de moi qui est dans l'animation de groupe, la gestion, plutôt quelque chose dans l'autorité, pas dans l'autoritarisme, mais dans l'autorité. Je tiens mon groupe, un programme, une pédagogie, des objectifs. Et ça marche aussi, ça me plaît.
Bien sûr. Ça me plaît énormément. Tout à fait. Et là où pour moi, j'exprime aussi qui je suis à travers ce rôle-là. Alors, c'est effectivement pas de la comédie dans le sens théâtre ou télé ou cinéma, mais c'est une forme de rôle à jouer. Tout à fait. Et moi, je me retrouve totalement. Après, sur la partie plus artistique, comédien pur, oui, moi, j'aspire effectivement à évoluer. On travaille avec mon agent en ce moment dessus. J'ai passé un casting là, il y a quelques jours pour un rôle d'avocat. Très intéressant. Un rôle chouette, classique, mais encore une fois, dans le bon sens du terme, mais classique, un avocat qui accompagne son client pour le défendre, etc. Donc j'ai passé le casting, j'ai appelé mon agent, j'ai dit voilà, je passe ce casting-là. Et il m'a dit ah génial, dis-moi qu'il est véreux, dis-moi qu'il est pourri. J'ai dit bah non, j'ai dit bah ok, t'inquiète pas, on va y arriver. C'est notre objectif, c'est aussi d'être en capacité de montrer autre d'autres chose. facettes. Ouais, cette partie aussi. Moi, j'adorerais jouer, pour répondre à ta question, j'adorerais jouer des rôles effectivement plus sournois, plus sombres, border un peu, parce que il y a une humanité à mettre dedans. C'est ça. Qui est folle et j'ai envie de ça parce que je pense aussi avoir cette partie un petit peu plus difficile, moins reluisante, qui peut m'aider dans le business parce qu'il y a des négociations à faire, mais c'est pas forcément facile d'exprimer ça et pourtant ça fait partie de soi et j'ai envie de montrer ça parce que je pense qu'il y a quelque chose, il y a une humanité à en tirer. Ça c'est le premier point. Puis deuxième point, moi j'ai quand même en termes de rôle, on me demande souvent ce que j'ai envie de jouer. Moi l'acteur vraiment qui m'inspire plus que tout, c'est Robin Williams. Oui. Parce que j'ai rarement vu acteur capable de mettre autant d'humanité dans sa comédie. Que ça soit Madame Doubtfire, que ça soit Will Hunting évidemment, et puis évidemment le Cercle des Poètes Disparus. Ouais, c'est merveilleux. Moi, John Keating, je pense pas avoir l'âge, je me rassure là-dessus, mais quand je serai un peu plus âgé, si je peux reprendre ce rôle d'une manière ou d'une autre. Il est fabuleux ce rôle. La pièce de théâtre se joue en ce moment. Ils ont fait l'adaptation au théâtre à Paris en tournée. Je l'ai vu 4 fois. Moi, je suis fou de cette pièce, fou de ce rôle. C'est le rôle que j'ai envie de jouer. On me parle souvent de rôle comique, bien sûr, parce que moi j'ai un emploi plutôt comique. Des Louis de Funès, des Jacques Villeray, etc. Je dis oui, ou des Christian Clavier même, dans cette efficacité comique. Moi, je trouve ces acteurs fabuleux, mais moi je me retrouve moins. Je pense que j'ai autre chose à... C'est sûr. Je pense. Moi, je t'ai vu jouer dans des lieux, des rôles complètement différents. Et franchement, j'ai été stupéfaite de la justesse du jeu, de la profondeur du jeu. Et c'est vrai que je n'avais pas l'habitude de te voir dans des rôles comme ça. Donc, et c'est pour ça aussi que je souhaite t'y voir. C'est parce qu'en fait, justement, parce que c'est ça aussi qui est fabuleux dans ce décalage, c'est quand on peut voir en apparence quelqu'un qui pourrait apparaître docile, gentil, et qui finalement montre l'autre côté de son humanité, ce qui est partie intégrante de chacun d'entre nous. On a tous en nous ces zones d'ombre et de lumière. Et je trouve que c'est intéressant d'être dans ce contraste. Complètement. Ouais, tout à fait. C'est un vrai travail de fond qu'on est en train de faire avec mon agent, encore une fois, pour essayer de me permettre d'explorer d'autres choses et de montrer qu'il y a d'autres choses possibles. Mais c'est un métier qui, effectivement, où on est à la dépendance, si je puis dire, des désirs et des projections de metteurs en scène et réalisateurs et producteurs. Bah oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ouais, c'est comme ça. Alors, j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire parce que il y a un instant, tu parlais de... Alors attends, j'ai perdu le fil de mon idée. Donc là, tu viens d'exprimer que finalement, t'étais prêt pour t'ouvrir, même dans tes zones d'ombre, dans tes zones plus vulnérables, etc., dans tes rôles. Et il y a encore quelques minutes, tu nous disais que quand tu étais enfant, la question c'était je vis, c'est déjà bien, je ne veux pas non plus briller et me montrer.
je cherchais C'est ça. ça. Parce que ça fait Ouais. quand même quelques minutes que tu en as parlé, donc il a Ouais, fallu que je ouais. retrouve l'information. Ouais. Donc, mais ça, c'est super important parce que là, on parle d'autorisation. Ouais. Là, on change de terrain de jeu. C'est plus je dois vivre. C'est enfin je m'autorise à prendre plaisir et à vivre pleinement qui je suis. Ouais. Oui, c'est. Comment on fait ce switch en fait, Hubert? Parce que pour moi, ça évoque tout de suite l'autorisation. Comment on Je s'autorise. m'autorise à briller, je lâche mes peurs, j'y vais, je me lance, j'ose être multiple, j'ose me montrer au monde, on peut pas plus se montrer au monde, Hubert, que devant des caméras, sur des plateaux télé ou de cinéma, avec des lumières sur nous. Comment on fait pour s'autoriser Comment on fait pour s'autoriser à briller? Ah bah moi, il y a deux choses qui me viennent. Premièrement, se connecter à son besoin, c'est te dire, ça fait partie de moi, j'ai ce besoin-là. Mmh. C'est pas est-ce que c'est bien ou pas bien, c'est j'en ai besoin. Ouais. Et Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que tu as été dans l'accueil de tes besoins Ouais. et tu les as honorés. ouais. Il n'y a pas eu de résistance, les peurs. Alors, ça c'est le deuxième point. Ouais. Moi j'ai fait la connaissance. Non, j'ai pas fait la connaissance, c'est pas vrai. Les mots me manquent. Je me suis intéressé au travail d'un coach Mhm. qui travaille avec des sportifs de haut niveau. Ouais. Et il a une manière de travailler un petit peu spécifique, mais très intéressante, et ça va répondre à ta question. Dans son accompagnement de ces sportifs de haut niveau, pas mal lui demandent mais qu'est-ce que je dois faire, comment je dois travailler, comment je dois m'entraîner. Et le coach répond toujours, j'en sais rien, ressens. Mhm. Et c'est le deuxième point. Mhm. Du coup, la notion de besoin, moi, j'ai ce besoin-là, c'est comme ça, c'est comme si je disais j'ai besoin de manger, je vais pas faire comme si j'ai pas Est-ce faim. que tu peux nommer ton besoin? Besoin de rayonner. Mhm. C'est super. Parce que rayonner, ça, c'est cette phrase aussi que j'ai bien aimée, rayonner, c'est pas faire de l'ombre à l'autre, c'est éclairer l'autre. Mhm. Et moi j'adore quand on m'éclaire, Mhm. notamment sur scène, mais même des gens qui m'inspirent, des gens Bien sûr. qui m'accompagnent. Ça fait du bien, donc je me dis, ouais, toi aussi rayonne, éclaire le chemin des autres, si ça peut, avec tes modestes places et tes modestes moyens, mais éclaire, rayonne. Et puis deuxièmement, ressens. Comment on fait, comment on s'autorise? On ressent. Moi, la connexion à l'émotionnel, à cette énergie intérieure, moi, c'était un énorme cadeau pour moi de me dire, c'est parce que je ressens que je vais savoir ce que j'ai à faire. Donc en fait, c'est pas du tout dans la tête, c'est vraiment au niveau de tes émotions. T'es d'abord dans l'accueil de ce que tu ressens. C'est à ça que tu te fies. Oui. Évidemment, c'est corporel, c'est physique, parce que c'est émotionnel, donc la réaction psychophysiologique de l'émotion. Mais je ferai une petite nuance avec le mental. Le mental va accompagner ça. Bien sûr. On va mettre des mots sur le Oui, sur mais les tu émotions. pars d'abord de ça. Ouais. Tu pars d'abord de ton sentiment, c'est le moteur. Ouais. Tu te laisses guider, tu fais confiance. Oui. Et toi, tu parlais de peur, c'est intéressant parce que moi, j'ai longtemps cru que j'étais pétri de peur. Et après, merci à toi, parce que y a des gens comme toi autour de moi qui me disent, mais là, t'es incroyable, t'arrives à t'autoriser, t'arrives à faire, t'arrives à oser. Et je me suis dit, mais c'est quand même bizarre, parce que si j'avais peur, j'oserais pas, c'est quand même quelque chose qui est bizarre. Et il y a eu une période où je me suis dit, ouais, mais c'est parce que t'as peur que t'oses. Justement, plus t'as peur, plus t'oses. Peut-être un peu de vrai. Et c'est surtout, en le ressentant mieux, j'ai réalisé, ça va faire un lien avec le début de notre conversation, en ressentant plus fortement les choses, j'ai réalisé que c'est pas de la peur que j'avais, c'était de la gêne. La gêne de ne pas être à ma place. Et donc tu vois, qu'est-ce qui fait que je m'autorise à faire ceci, faire cela, bouger, changer? C'est parce que là, t'es pas bien en fait. Tu te sens pas bien à cette place-là, à ce moment-là, avec ces gens-là, donc bouge. Et c'est comme ça que je m'autorise. Tout à fait. C'est pas de la peur de faire ou pas faire, de déranger, de gêner, etc. Il y a forcément un peu de ça, mais c'est surtout, j'ai connecté à... En fait, c'est que t'es gêné de là où t'es. T'as plus envie d'être là, c'est pas pour toi, ça te correspond pas. Et c'est pas du jugement ou contre l'autre, mais c'est pas pour toi, c'est pas grave. Alors, ce que tu veux dire, c'est que toi, tu fais la différence. Par exemple, imaginons, tu fais un film
C'est à toi de monter sur scène, de rejoindre le plateau de cinéma, les caméras sont braquées sur toi. Donc là, tu ressens pas de peur? Là, c'est une question. Tu peux ressentir de la peur? Trac. C'est du trac. C'est du trac. Donc tu fais la différence entre la trac et la peur aussi. Ouais. Enfin, le stress. Le stress, c'est quelque chose qui va être une projection, vraiment là, une projection mentale d'une croyance limitante qui va embourber le cerveau et t'amener à ruminer. Ouais. J'aime bien cette phrase, c'est la peur et la projection dans le futur d'un passé qui est révolu. Oui, c'est tout à fait ça. Donc voilà, le trac, c'est cette espèce d'adrénaline qui dit que j'ai envie d'y aller et ça me pousse vers l'avant. D'excitation. Une forme effectivement d'excitation et en même temps d'appréhension parce on a envie de bien faire, on n'a pas envie de louper ses répliques, on a envie que ça plaise, etc. Mais quand même, c'est plus de l'excitation. Et comment on gère le trac alors quand il vient? Comment tu le gères toi? Pour moi, il y a 3 manières. Premièrement, la conscience et l'acceptation. Tout à fait. J'ai le trac et c'est juste naturel et humain. C'est ok. Voilà. Deuxièmement, respirer. Ouais. Respirer. C'est la première chose à faire pour moi quand on est en situation de trac, c'est une grande inspiration pour se dire ok, allez, là je reprends conscience et je refais connexion avec mon corps, avec mon énergie pour pouvoir être aligné. Et puis troisièmement, l'action. Ouais, c'est ça. Moi, qu'est-ce qui me permet de gérer mon trac, c'est d'agir, hein, c'est monter sur scène, ça y est, là le rideau s'ouvre et j'y vais, quoi. Ouais. C'est en faisant, Ouais. Et là, ça disparaît. Une fois que tu es dedans. Je sais pas si ça disparaît, mais ça, en tout cas, ça accompagne le mouvement. Ça accompagne le mouvement. Ça devient un moteur. Ouais, c'est une énergie. C'est le mouvement, exactement. C'est le mouvement qui fait que le trac est gérable, on va dire. C'est intéressant. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, cette énergie, de toute façon, c'est de l'énergie, que ce soit de la peur, peu importe où le trac, c'est une énergie que tu peux utiliser ou comme un moteur qui va t'accompagner, ou qui peut te paralyser si justement tu es dans l'inaction. Exactement. Ok, c'est très intéressant. Ouais. Mais c'est quelque chose qui peut paraître contre-intuitif. Oui, c'est pour ça que j'aime bien poser ces questions-là. La peur, par définition, a priori, la plupart du temps, elle paralyse, ou en tout cas, elle fait fuir, ou elle peut faire fuir. Là, c'est au contraire, si tu es dans une espèce de préoccupation, d'appréhension, de crainte, agis. Agis. Je sais plus qui disait ça, elle disait quand on n'est pas bien, quand on est en stress, etc., il faut faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, il faut se poser. Ouais. Réfléchir intelligemment, conditionner son mental. Il faut manger correctement, il faut respirer, sortir. Il faut voilà. Alors qu'on a peut-être tendance à ruminer, rester chez soi, à râler. Ouais, c'est ça. Non, au contraire. Ouais, c'est ça. C'est ce que tu dis, c'est contre-intuitif. C'est-à-dire que quand on est mal, on a tendance à s'enfermer, à ne plus manger, à arrêter le sport, enfin toutes ces choses-là. Ouais, voilà. Alors que c'est exactement ce dont on a besoin à ce moment-là. Aller vers l'autre aussi. Aller vers l'autre. Ouais. Sortir de son isolement. Ouais, tout à fait. Et en fait, moi, c'est marrant, j'ai eu une discussion l'autre jour avec un collègue qui disait, on parlait de être bien ou pas bien. Et en fait, aujourd'hui, moi, j'ai pas envie de dire bien ou pas bien. Ah, t'es bien, je suis pas bien, ça va. Oui. Ça m'intéresse pas. Ouais, c'est vrai. Ça m'intéresse pas. Et donc, je suis bien, je suis pas bien. Je sais pas ce que ça veut, je sais plus ce que ça veut dire, moi. Ouais, Par contre, c'est dire, ok, là, je suis pas à l'aise. J'ai envie de changer, j'ai envie de bouger. Là, d'accord. Ouais, c'est concret. Ouais. Tu mets des mots. Tu discernes aussi ton besoin. Exactement, c'est du discernement. Ton besoin, ouais. Parce qu'il n'y a pas de bien ou pas bien, il y a juste un signal qui est là, notamment physico-émotionnel. Une émotion qui vient, le corps qui réagit et qui te donne un signal de ce que tu as à faire. C'est pas je suis pas bien. Non, au contraire, tu es juste vivant en fait. Parce que tout se passe bien en fait. Parce que tu es en mouvement. Ah, ok, c'est pas agréable, j'entends. Mais n'empêche que c'est juste être en vie, quoi. Je disais cette semaine dans une communication une phrase qui m'a marquée d'une thérapeute que vraiment j'ai trouvée super. Et cette phrase, c'est il n'y a rien de plus difficile dans la vie que d'accepter le mouvement de la vie en soi. Eh oui. Et je trouve que dans ton parcours, on l'entend. C'est-à-dire que finalement, ce mouvement de la vie en toi, tu l'as accepté, tu as accepté de l'accueillir et de l'accompagner. Ouais.
Parce qu'il y avait un conditionnement au départ, parce qu'il y avait des forces, parce qu'il y avait un contexte. On est d'accord, on ne choisit pas tous notre environnement de départ. Exactement, on ne choisit pas ça, mais on peut choisir ce qu'on en fait. C'est ça. Et puis, mais toi, tout est évidemment un chemin, mais moi ce qui est difficile encore pour moi aujourd'hui, c'est d'accepter la notion de moment. Il y a des moments pour tout. Oui. Et il y a des moments pour ceci, des moments pour cela, des moments pour déménager, des moments pour changer de travail, des moments pour se reposer, des moments pour agir. Il y a un moment pour tout, on ne peut pas tout faire en même temps. Tout à fait. Moi, ça, j'ai du mal encore à ça. J'aimerais bien pouvoir tout faire en même temps. Ouais, je comprends. Je pense qu'on est quelques-uns à être comme ça. Ouais. Et oui, et ça s'acquiert aussi avec le temps. Ouais, et toi, je me faisais la réflexion l'autre jour, c'est un peu le paradoxe avec ma pulsion de vie. Je me dis, ouais, mais s'il n'y a pas plein de vie tout le temps autour de moi, c'est que je ne suis pas en vie. Bah si, la vie, c'est pas forcément tout en même temps, tout le temps. Ça peut être aussi des choses les unes après les autres, et c'est très bien comme ça. Ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est pas évident. J'apprends. Oui, c'est un peu comme si finalement, la vie, c'est vrai, c'est 4 saisons, printemps, été, automne, hiver. Et l'hiver fait partie du processus pour que le printemps arrive. Là, moi, je viens de déménager, là. J'ai acheté une maison, j'ai déménagé, et j'ai réalisé que je ne pouvais pas faire autre chose pendant ce temps-là. Ce temps était dédié à ça. Ouais, c'est ça. Et j'avais pas l'élan, j'avais pas l'énergie, j'avais pas le mental pour autre chose. Ouais, mais tu l'avais pour ça. Tu étais là pour ça. C'est merveilleux en même temps. Ouais, faut juste accepter ça. Faut pouvoir l'observer déjà ça, et l'accueillir. Il y a un temps pour tout. Ouais. Exactement, l'acceptation. C'est cette phrase qu'on m'a dit, l'acceptation ou le changement. C'est parce qu'on accepte qu'on change. Ouais, tout à fait. S'il faut sentir qu'on a envie de changer, mais ça c'est autre chose. Oui, tout à fait. Mais c'est important, hein. C'est ce que tu viens de dire, c'est très important. Je pense que pour chacun d'entre nous, pour les gens qui écoutent cette émission, on voit bien que le changement s'offre à nous lorsqu'on commence à accueillir ce qui est déjà. Ouais. Et lorsqu'on commence à être en paix avec ce qui est déjà, ça accélère le processus d'évolution. Je pense. Ouais. Je pense aussi. Ouais, c'est c'est à l'écoute en fait. Moi, c'est vraiment l'écoute de soi, évidemment, de son état, de ses signaux. On parlait de besoin tout à l'heure. Quel est mon besoin fondamental là, de comment je me sens et qu'est-ce que cette émotion me raconte. Et puis l'écoute de l'autre. Qu'est-ce que l'autre aussi me raconte? Qu'est-ce que l'autre me dit dans son parcours de vie? Moi, je pense qu'on rencontre pas les gens par hasard. Oui. Et c'est super. Parce que il y a une histoire qui se raconte, une histoire de vie en face de moi. Qu'est-ce que ça fait comme écho chez moi? Toi, c'est marrant, j'ai fait un tournage il n'y a pas longtemps avec un comédien super qui a 53 ans. Et il m'a dit, j'ai commencé à vivre vraiment en tant qu'adulte à 47 ans quand j'ai eu mon fils. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'était mis entre un sandwich et une répétition de texte avant de tourner. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc qui me tombe? Je me suis dit, tiens, c'est marrant. Et j'ai pris un temps pour réfléchir, pour ressentir, tiens, c'est marrant, qu'est-ce que ça... Et je me suis rendu compte que, toi, j'ai 46 ans, j'ai envie d'avoir un enfant. Je me dis, tiens, c'est marrant, et lui te raconte ça. Il a eu son enfant en 47. Comment ça l'a à la fois bousculé et en même temps remis en vie. Révéler, ouais, l'adulte et le père qu'il était. J'ai dit, tiens, mais c'est marrant cette histoire. Ouais. Donc toi, c'est à l'écoute de ça aussi. Mais je trouve... à l'écoute, bien sûr, de l'environnement, aussi de la société. Mais l'écoute, c'est quand même une grande qualité que tu as. Bah, merci. Ça traverse tous les changes qu'on vient d'avoir. L'écoute des personnes, l'écoute de l'environnement, l'écoute de ses sentiments, de ses besoins, de son élan. J'essaye d'être à l'écoute du mieux que je peux. L'écoute, c'est aussi pour moi la notion d'accueil, on revient dessus, et puis de respect. Respect de soi, respect de l'autre. Il y a la notion de considération qui est très forte dans ton énergie. La considération que tu portes aux autres. Et accepter le vivant comme il est, l'autre tel qu'il est, avec ses forces et ses limites, et puis à s'accepter bien sûr soi, avec ses forces et ses limites. Ça je peux pas. Et on peut, à mon avis, toi tu parlais d'autorisation, je parlais d'action, d'agir, mais ça c'est possible que si on a bien écouté. Mais c'est intéressant parce que tu disais tout à l'heure, être acteur, c'est pas seulement jouer, c'est se nourrir avant tout, pour pouvoir offrir après. Je pense.
Et ça recoupe cette phrase que tu as dite tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire que pour pouvoir incarner des rôles dans ce qu'il y a de plus sensible, de plus subtil, de plus complexe, faut-il encore avoir été dans une posture d'absorber l'humanité qui nous entoure, celle des autres, la nôtre, du vivant. Ouais. Parce que pour avoir moi-même expérimenté le théâtre, j'ai bien observé que plus tu expérimentes en toi cette palette, plus tu vas visiter ton humanité. Oui. Et plus tu peux l'offrir au monde. Oui. Et ça, c'est beau. Le dernier bouquin de Thomas d'Ansembourg, qui Te changer toi peut tout changer. Tout à fait. Parce que je crois que le titre est magnifique, parce que c'est effectivement, moi j'y crois beaucoup à ça, c'est s'accueillir dans le mouvement intérieur, dans le mouvement de la vie qu'on a, écouter ce mouvement de vie intérieur qu'on a. Et peut-être j'aime pas le mot de devoir, j'en ai pas tout à l'heure, mais là c'est peut-être un devoir, lui il appelle ça devoir citoyen, un devoir citoyen, de se dire qu'est-ce que j'offre à moi-même peut-être, mais surtout au monde. Mais ça rejoint une profonde croyance aussi, de se dire rien de, ça c'est ma formation en médiation qui me l'a appris, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. On est tous des êtres humains. Moi, je suis intimement convaincu et persuadé que l'être humain est bon par nature. On est fait, on est bon. Aussi. Bien sûr que derrière, on a tous des dérives et on a tous des capacités à vriller, des traumas, des conditionnements. Et pour certains, avoir des comportements totalement inadaptés, voire même condamnables. Mais c'est du comportement. Ça. Ouais, c'est ça. En amont, il y a une personne, il y a un être humain, un homme, une femme qui sont... Il y avait un être. Et ouais, avant le conditionnement. Exactement. Avant l'expérience, avant le traumatisme. Et se reconnecter à ça, se reconnecter à son être profond et son humanité profonde. Alors Hubert, on arrive à la fin de cette émission. Ça y est, notre temps est imparti. Si tu devais donner une phrase pour clôturer un conseil, un message qui te tient vraiment à cœur aux auditeurs, qu'est-ce que tu aurais envie de dire, de leur laisser comme héritage? Moi, c'est vraiment la phrase qui me guide au quotidien, c'est l'important n'est pas ce qui m'arrive, mais ce que j'en fais. Voilà, ça, je pense que tout est dit là. Tout à fait. Merci beaucoup Hubert pour cette belle émission. J'ai été vraiment ravie de te retrouver là. Merci. Merci à toi d'avoir provoqué ces retrouvailles. C'était un vrai plaisir. Je remercie tous les auditeurs. Merci pour votre écoute. Pour ma part, je vous retrouverai dans une nouvelle émission de Zénith dans quelques semaines. À très bientôt.